Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par Celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec Celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leur performance et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser Celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Alexandre Mingal dans le podcast. Alexandre, salut. Salut Alexandre, je suis ravi d'être à nouveau invité par toi, c'est génial. Ouais, bah écoute, c'était il y a 3 ans, en 2020, donc ça commence à faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc est-ce que, avant qu'on commence de rentrer dans le vif du sujet, et aujourd'hui on a un gros pavé à traiter, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais et pourquoi c'est intéressant de te connaître et de t'écouter aujourd'hui? Oui, je vais être très, très rapide parce que on a effectivement déjà tourné un podcast il y a quelques années, il y a 3 ans, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent réécouter ce podcast. Mais je suis aussi passé chez Marc, tu sais, dans l'arène des vendeurs légendaires, il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai 46 ans et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je suis commercial depuis que j'ai commencé à travailler, que j'ai fait de la bureautique, du logiciel, de l'intégration, du SaaS, et que depuis 6 ans maintenant, j'ai créé plusieurs entreprises. Et l'entreprise qui nous intéresse, c'est celle que j'ai créée, la dernière que j'ai créée il y a un peu moins de 2 ans, qui s'appelle Within Sales, et qui est une entreprise de commerciaux. Donc, j'ai des commerciaux qui sont des salariés et qui vont intervenir chez mes clients pour résoudre des problèmes qui ont un impact sur leur chiffre d'affaires. Voilà. On ne fait pas de délégation de personnel. On va vraiment identifier des problèmes qui peuvent être des problèmes de market fit, des problèmes de buyer persona, des problèmes d'organisation commerciale, de process, de prospection, de découverte, de closing, ou peut-être même des problèmes au sein des équipes commerciales, hein, de réussite ou d'hétérogénéité des résultats. Donc là, on va trouver un problème, on va proposer un plan d'action, et puis on va exécuter le plan d'action avec un engagement de résultat. L'idée, c'est que chaque plan d'action qu'on exécute, il y ait des résultats financiers derrière, et que globalement, cette démarche de consulting qu'on met en œuvre, qui est une démarche de consulting un peu traditionnelle, il y a un retour sur investissement lié aux résultats qu'on obtient en impact sur le chiffre d'affaires. Ce qui permet d'avoir, entre guillemets, du conseil, pas gratuit, mais du conseil avec un impact chiffre d'affaires derrière. Ouais, Ce qui est un peu différent des modes de consulting traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Ouais, effectivement, c'est ce que j'allais te dire. En général, le conseil, tu t'engages pas forcément sur du chiffre d'affaires. Et là où toi, c'est intéressant, c'est que tu as vraiment cette notion de performance commerciale et de chiffre d'affaires à la suite de la mission. Donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est ça qu'on va toujours chercher à faire. Et des fois, on est ultra impactant. Et puis des fois, on l'est un peu moins, tu vois, sur les gens qui ont besoin de nous, plutôt en mode faire réussir un manager, ou faire réussir un CEO, faire réussir un commercial. Ça va dépendre beaucoup de celui qui va produire. Et donc, comme ça dépend un petit peu moins de nous, on va avoir un peu moins d'impact, on va avoir un impact indirect. Mais de toutes les façons, quoi qu'il arrive, on cherche toujours un engagement, on cherche toujours une mesure avec un success fee pour partager le risque dans nos missions. C'est un peu notre ADN. Ok, bah écoute, merci pour cette intro. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet intéressant, c'est
comment améliorer la rétention et la fidélisation de ces commerciaux dans l'entreprise. Alors, on en a déjà parlé dans le podcast, notamment via les rémunérations, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va plutôt parler de management et de gouvernance. Et tu vas nous expliquer, en fait, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu as mis en place pour changer la gouvernance traditionnelle que l'on voit dans les organisations. Et tu as un terme pour ça, hein, donc tu vas nous expliquer tout ça. Mais avant tout, avant de commencer, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet précisément? Parce que ce sujet, il répond à une problématique qui est une problématique que beaucoup de sociétés ont, qui est la rétention et l'engagement des collaborateurs et des commerciaux en particulier. On va parler des commerciaux parce qu'on est dans les héros de la vente et parce que j'ai une entreprise de commerciaux. Mais je pense que ce que je vais dire peut s'appliquer globalement à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et donc, ce sujet de la rétention et de l'engagement, c'est un sujet qui est un serpent de mer, hein, tu sais. Et les gens ne savent pas par quelle boule prendre. Il y a plein de techniques. On t'explique que ça va se faire par la culture d'entreprise, par les activités, par le team spirit, par la rémunération, par la formation, par le management. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet pour répondre à un de mes problèmes dont je vais te parler. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Je me suis posé la question de quels sont les autres moyens, les moyens où on peut penser de manière différente pour adresser cette problématique. Est-ce qu'on peut avoir aussi un impact sur cette problématique au travers de la gouvernance de l'entreprise? Et donc, j'ai beaucoup lu sur ce sujet-là et j'ai décidé, quand j'ai créé Within Sales, de travailler sur un modèle de gouvernance différent de celui qu'on a l'habitude de voir et d'utiliser ce modèle pour améliorer l'engagement et la rétention de mes collaborateurs. Ouais. Et pour... Vas-y. Ouais, Ouais. c'est vrai que ce turnover des commerciaux, c'est une vraie problématique dans les entreprises. En moyenne, un commercial reste 2 ans dans son entreprise, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. Surtout quand tu sais qu'en général, un commercial, pour être performant, il lui faut 1 an. Donc, c'est pas terrible. Et effectivement, quand on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué avoir beaucoup lu, beaucoup étudié la question et tu es tombé sur ce terme qui s'appelle sociocratie, dont tu vas nous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, tu as mis des choses en place dans ton entreprise. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu J'ai un donnes retour d'expérience. voilà, tu donnes un maximum d'exemples et de choses qu'on peut appliquer dans nos sociétés. Ouais. Voilà, donc je te laisse la main, parce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la sociocratie par rapport à peut-être à l'entreprise libérée qu'on connaît un peu. Ouais. Au tout départ, cette envie, parce que on est dans l'envie, hein, moi ça m'intéresse, ce sujet m'intéresse. Au tout départ, il y a un livre de Frédéric Laloux qui est Reinventing Organization. Bon, Yes. je pense que ce livre-là, quasiment tout le monde le connaît, surtout qu'il a fait une version avec des images, ce qui, ce qui est plus facile à lire. Et tu l'as moi. Voilà, c'est ça. Et dans ce livre, il parle donc des différents types de gouvernance et types d'entreprises. Et en fait, il t'explique qu'il existe un type d'entreprise ultime, ou en tout cas qui pourrait être, peut-être pas ultime, mais idéal, qui est l'entreprise opale, d'accord? Qui est au-delà de l'entreprise libérée. Et c'est ça ça a été le démarrage de ma piste de réflexion sur ce sujet. Et il y a 2 autres livres qui m'ont aidé à concevoir ou à conceptualiser ce que j'allais faire avec Within Sales. Il y a La belle histoire de Favie de Jean-François Zobrist, qui est la mise en pratique de manière innée, intuitive du modèle de gouvernance sociocratique dans une entreprise industrielle du nord de la France dans les années 80-90. Donc Jean-François Zobrist existe toujours, hein, il est présent sur LinkedIn, on peut lui parler. Et puis le dernier livre, c'est le livre de Ludovic Cinquin, qui est le patron d'une des filiales d'Accenture. J'ai un trou de mémoire. Il a écrit un bouquin sur les 20 ans de sa boîte. Ah oui, c'est Octo Technologies. Donc il a fondé ou il a participé au démarrage d'Octo Technologies, qu'il a revendu à Accenture, qui est une boîte de plus de 1000 collaborateurs, qui est une boîte de consulting.
Ok. Et il a essayé de créer un modèle de gouvernance différent des modèles de gouvernance traditionnels. Il l'a écrit dans un livre. Il a écrit tout ce qu'il a réussi à faire, tout ce qu'il a échoué. Il a appelé ça la gouvernance agile ou l'entreprise agile, mais la réalité, c'est que ça se rapproche beaucoup de la sociocratie. Et donc, ces deux livres sont des applications directes des idées que j'avais commencé à lire dans Frédéric Laloux, au travers du livre de Frédéric Laloux. Et je me suis dit, bah, ça me plaît, ça m'intéresse. Et le concept, c'est de dire que dans une entreprise traditionnelle, les décisions sont prises du haut vers le bas. Donc, tu as un manager qui t'explique ce que tu dois faire, qui te fixe des objectifs et qui te dit j'ai besoin que tu fasses ça et qui va contrôler que tu fais bien pour atteindre tes objectifs. Et ton niveau de responsabilité dépend souvent de ta capacité à atteindre les objectifs et de ton expérience. Globalement, plus tu as d'expérience ou plus tu es corporate, moins ton manager va te contrôler. Euh, et donc, ça ne tient pas compte de plein de choses. Ça ne tient pas compte de la créativité, de l'autonomie, de l'envie, de l'intérêt, de ce que veulent faire les gens. Et ça va. Donc, c'est très structurant, c'est très simple. C'est un modèle économique qui est le modèle traditionnel qui fonctionne bien, hein, mais qui prend peu en compte l'individu. Et donc, c'est pour ça que dans les entreprises très traditionnelles, il y a beaucoup de turnover parce que l'individu, une fois qu'il a fini de prendre l'argent ou fini d'apprendre ce qu'il a à apprendre à l'endroit où il est, comme de toute façon, on ne le responsabilise pas, on ne lui donne pas d'autonomie, il va aller voir ailleurs. Oui, et puis L'en- l'en- c'est un grand classique de tiens, j'ai des gens qui sont N+1, N+2, etc. Voilà, Parce qu'ils sont là depuis plus longtemps. Et en fait, c'est ça. tu as l'impression qu'ils sont moins compétents que certaines personnes qui sont en dessous. Et ça, c'est un grand classique de l'entreprise. Ouais. Ouais, ou alors que de toute façon, tu as des problèmes et en fait, tes chefs t'aident jamais à les résoudre, ou alors ils te donnent des solutions que tu te sens incapable de mettre en place. Voilà, voir qu'ils sont à l'opposé de ce que tu aimerais faire. Ou alors, tu as l'effet contremaître, puisque le management a été inventé à la base pour ça. Tu as parlé des industries dans le Nord, mais tu as un manager qui est plutôt dans le contrôle et pas tellement le coaching ou l'assistance, et qui va plutôt vérifier si tu fais les choses et finalement te ralentir un peu, voire t'enlever un peu de confiance en toi. Ça, c'est un classique aussi C'est dans ça. l'entreprise. Voilà, même avec, tu vois, avec des fois du passif agressif, son incapacité à gérer ses émotions, et donc ton manager arrive, il fait la gueule toute la journée, il te convoque dans son bureau, t'as pas envie d'y aller. Enfin, bon, tout ce qu'on peut connaître dans les entreprises un peu traditionnelles, alors c'est très caricatural, évidemment, aujourd'hui, le monde a un peu changé, ça se passe pas comme ça, mais malgré tout, dans ces modèles de gouvernance traditionnels, tu as cette notion d'autorité qui est utilisée pour diriger. Voilà. Et donc, on est bien dans cette vision autoritaire. Il y a une décision qui est prise tout en haut et ensuite elle est cascadée pour être exécutée par tout en bas et contrôler que l'exécution se fasse bien. C'est En- ça. voilà, et avec tous les effets de bord. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tu as cette entreprise traditionnelle, tu as l'entreprise libérée dont nous parle Frédéric Laloux. Donc celle-là, elle est démocratique. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire, pour éviter une partie des effets de bord de l'autorité, on va permettre aux collaborateurs de donner leur avis sur une décision, voire même de la voter. Hein, on est là, hein, on réunit tous les collaborateurs et on leur dit, voilà la décision qu'on veut prendre, voilà les solutions qu'on veut mettre en place, qui est pour, qui est contre. C'est un modèle qui fonctionne bien, donc c'est le modèle de nos sociétés démocratiques, mais ça laisse sur le bord de la route tous les gens qui votent contre. Donc, quand tu votes contre et que la majorité l'emporte, tu n'as pas le choix. Alors, ok, tu es dans le processus démocratique, tu l'as accepté, mais à un moment donné, quand 3 décisions, tu as voté contre, et qu'à chaque fois, voilà, ta décision t'est imposée, Tu plus aligné. Ouais. tu n'as plus envie, quoi. Ouais. Donc, tu te retrouves dans une solution où tu peux participer, c'est très participatif, voire responsabilisant, mais pour les gens qui sont dans la majorité. Ok. Et tu laisses toujours dans le système démocratique des gens à côté. C'est obligé. Et donc, tu as les effets de bord de la démocratie au sein de l'entreprise, avec aussi des décisions qui sont ralenties, avec de la politique qui se crée, hein, parce qu'on va essayer d'influencer la décision, avec un peu des jeux de pouvoir. Plus l'entreprise grossit, moins c'est évident de piloter des entreprises libérées. Ou alors, tu es obligé de les piloter à des niveaux équipes.
Et quand tu les pilotes au niveau équipe, tu as quand même une autorité qui vient peser sur l'équipe, parce que même si la démocratie est au niveau de l'équipe, au niveau du dessus, bah, tu as un petit peu moins de démocratie. Tu vois, je ne suis pas sûr que dans les conseils d'administration ou dans les comités exécutifs des entreprises libérées, ce soit très démocratique. Tu vois. Je ne pense pas que tout le monde vote, ou tout le monde vote de la même manière. Ouais, le naturel revient vite au galop. Voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut gouverner de manière différente. Il y a deux concepts qui vont être utilisés. Donc, je vais surtout pas rentrer dans le détail, mais je vais plutôt rester dans les objectifs. Le premier, c'est de dire que les meilleures décisions sont prises par les collaborateurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui voient les problèmes. Donc, c'est pas un manager qui est pas sur le terrain qui peut prendre la bonne décision, c'est le collaborateur qui va prendre la meilleure décision. Il connaît son job. C'est un expert, il est sur le terrain, il voit les problèmes. Évidemment que les meilleures décisions sont imaginées et prises par lui. Donc, en fait, il ne faut pas lui donner la décision, il ne faut pas lui donner la solution, pardon. Il faut lui permettre de penser correctement cette solution. D'accord, parce que c'est pareil, hein, même si on voit le problème, c'est pas forcément facile quand on est le nez dans le guidon de trouver la solution. Donc, il faut lui permettre de trouver la bonne solution, de la changer, puis derrière, il faut mettre les moyens pour lui permettre de réussir. Ça s'appelle l'autogouvernance. Donc, c'est donner la possibilité aux gens qui sont sur le terrain de prendre par eux-mêmes les meilleures décisions possibles et de les soutenir. Et le deuxième grand concept, c'est le consentement. C'est de dire que une bonne décision, elle est acceptée quand elle est consentie. Ça veut dire que s'il n'y a pas de consentement, bah, il n'y a pas de décision. Bon, et là, quand je dis ça, tu te rends bien compte de tout ce que ça veut dire derrière. Tu veux dire, mais c'est quasiment impossible d'aligner. Ça marche quand on est 3, quand on est 10, c'est mort. Parce que obtenir le consentement de 10 personnes sur une décision, ça devient le bordel. Ouais, c'était ma prochaine question. Toi, tu as une dizaine de collaborateurs. C'est ça. Concrètement, Mais comment tu fais, quoi? comment tu fais? Ouais. Et c'est ça tout l'intérêt de la sociocratie, c'est qu'on va justement utiliser tout un tas de choses qui sont utilisées notamment dans la vente, mais aussi dans le management, pour obtenir le consentement, avec des process qui vont permettre justement d'obtenir ce consentement et de ne pas avoir besoin de voter les décisions. Voilà. Et c'est la mise en place de ces processus, de ces méthodes, qui permettent de responsabiliser et d'obtenir la rétention des collaborateurs, leur engagement. Parce que c'est en parcourant, c'est pas la destination, c'est pas le fait de leur dire vous avez la possibilité de prendre des décisions. D'ailleurs, ça fait même peur, hein. Quand tu dis à quelqu'un qui a 25 ans, dans ton périmètre, tu as la responsabilité totale de l'objectif que tu t'attribues pour contribuer à l'objectif global de l'entreprise, vas-y, tu as 25 ans, tu sors d'école ou tu as juste un an d'expérience professionnelle, d'un coup, tu vas peser sur la vie d'une boîte, sur la vie d'un groupe, tu te dis waouh, tu peux même avoir un petit rire nerveux, tu vois, dire mais non, enfin ça peut faire peur, tu vois, vraiment. Ah ouais, je vois très bien la situation. Maintenant, j'imagine aussi l'auditeur qui nous écoute et qui se dit: «Bah, ouais, c'est bien beau ça, mais comment je peux mettre ça en place?» Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes que toi par lesquelles tu es passé pour, te dire: «OK, je vais changer l'organisation de l'entreprise, donner plus comment dire? D'autonomie à mes collaborateurs», et j'imagine tu as aussi fait des erreurs ou tu es tombé dans quelques pièges. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Bien sûr. Donc le démarrage, c'est le leadership. En tant que chef d'entreprise, tu passes d'une posture de manager, de dirigeant, à une posture de leader. Donc tu vas inspirer. Donc tu vas porter la destination. Tu vas porter la voie, tu vas dire, voilà, moi je souhaite qu'on aille ici. Donc ton rôle, c'est de déterminer les objectifs globaux, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Par exemple, la gouvernance, elle va être qualitative. Donc tu vas émettre des principes et que tu souhaites que les collaborateurs s'approprient. Donc ça c'est mon rôle de chef d'entreprise, d'accord? Et donc je vais agir en permanence sur cette vision que j'incarne, et donc je vais utiliser mon influence de chef d'entreprise pour permettre à mes collaborateurs de s'approprier cette vision. On parle bien de vision, on parle bien de destination. Mais par contre, le chemin pour y arriver, ben, je vais laisser aux collaborateurs le fait de trouver ce chemin.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va s'instruire. Donc, quand on a un sujet tel que celui-ci, je vais demander aux collaborateurs de se renseigner. Donc, il y a plein de thématiques, hein. Bien sûr, ils peuvent lire des synthèses de Frédéric Laloux, regarder qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été fait, s'intéresser à ce qu'on appelle l'holacratie, qui est la forme ultime ou rigoriste de la sociocratie. Je ne vais même pas rentrer dedans parce que on n'est pas loin de la secte, hein, dans l'holacratie. Et donc, ça permet à chacun des collaborateurs d'avoir une idée de par où il va passer ou par où on va passer pour y arriver. Et ensuite, on va faire des sessions d'intelligence collective. Donc, on va émettre des problèmes. On va se dire, par exemple, quel serait le mode de fonctionnement pour décider par consentement? Et on va donner la possibilité à chacun des collaborateurs qui va être impactés, parce qu'on va modifier le mode de fonctionnement de décision. Donc, tout le monde, on réunit tout le monde. Et on dit, OK, posez-moi des questions, ou posez les questions qui permettent de préciser la problématique. Et donc, on va faire des tours de table jusqu'à ce que la problématique soit claire. Ça veut dire quoi prendre une décision? Ça veut dire quoi consentement? Et donc, on va éclaircir la problématique. Et une fois qu'on a fait ça, on va refaire des tours de table et tout le monde va amener des solutions. Et on va noter ces solutions, quelles qu'elles soient. Et il y a des trucs qui sont complètement farfelus, mais qui permettent aux autres, tu vois, d'enrichir leur réflexion et de générer cette intelligence collective. Et il y a des trucs qui vont être ultra pertinents. Et ça va permettre de créer un début de processus collaboratif qui va permettre d'écrire les grands éléments de la charte sociocratique de la gouvernance de l'entreprise. Et donc, les collaborateurs vont construire peu à peu, au travers de l'intelligence collective, leur manière de fonctionner. Donc, par exemple, chez nous, on a travaillé sur la notion de traitement des objections. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on veut prendre une décision, on va donc réunir les gens qui vont être impactés par la décision. Ça peut être 2 personnes ou 10 personnes en fonction du niveau de décision. Et puis, s'il y a une objection, l'objection, elle doit être sincère, hein, ça peut pas être du troll, à 25 ans, tu peux pas penser comme ça, tu es trop jeune, ça c'est un troll. Mais par contre, de dire, ouais, mais si tu prends cette décision, moi, je vais pas pouvoir, je sais pas moi, continuer ma mission chez ce client-là, par exemple. Ça, c'est sincère, c'est objectif. Donc, les gens vont émettre des objections et on va utiliser l'intelligence collective pour traiter les objections. Ok. Et si le groupe traite l'objection et qu'il n'y a pas d'autre objection, par définition, on a le consentement. S'il n'y a plus d'objection, il y a consentement. Donc, ça veut dire que la décision est prise automatiquement à partir du moment où toutes les objections sont traitées. Mais s'il reste une objection, ça veut dire aussi que la décision n'est pas prise. Ok. Et bien, si je résume, je vois 4 étapes que l'auditeur peut mettre en place, et après tu vas me dire concrètement qu'est-ce qui a marché au début, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a moins marché. Mais en gros, le dirigeant se met dans cette posture de leader, donc première étape, et propose une vision à l'entreprise avec des objectifs quantitatifs, qualitatifs. Deuxième étape, tu donnes des outils ou du contenu à tes collaborateurs pour qu'ils s'approprient un peu ces nouveaux modes de fonctionnement. Donc, Voilà, c'est ça, qui réfléchissent qui de leur réfléchissent, côté, donc peut-être des références, des livres, des blogs ou des des podcasts, vidéos, des vidéos. etc., des podcasts Troisième étape, tu mets en place des sessions de réflexion. collectives, de réflexion. Et ça va te permettre, quatrième étape, de rédiger cette fameuse charte de l'organisation. Ça, tu le retrouves dans pas mal de boîtes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle ça une charte, mais tu as toujours quelque chose qui résume un peu la culture de l'entreprise. Donc, ça pourrait être un peu ça. Et le collaborateur a ça dans son playbook ou son guide de tous les jours. Et les choses sont écrites, parce qu'en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est les choses que tu verbalises, c'est d'à un moment donné de les écrire pour les nouveaux collaborateurs qui vont arriver, j'imagine. Exactement. Donc Et ça, là, on ça va. a... Ouais, Là, on a le corps, tu vois, ouais, CORE, de la gouvernance. Et ça, c'est toutes les premières étapes. Et évidemment, ce n'est pas suffisant, parce que même si on a aligné tout le monde, qu'on a fait réfléchir tout le monde, qu'on a écrit les premières règles, évidemment, il va y avoir une immense différence entre ce qu'on a pensé et la mise en œuvre par rapport à la réalité. Et en fait, c'est la mise en œuvre par rapport à la réalité de ces règles qui vont nous permettre de les faire évoluer.
Et donc, c'est un processus d'amélioration continue. Et on va se trouver, on va rencontrer plein de problèmes qu'on n'a pas imaginés au départ et qui vont perturber les règles de fonctionnement qu'on a mis au début. Et donc, toute la subtilité de l'autogouvernance, c'est de dire, je dois conserver la vision de départ, hein, c'est-à-dire de dire, les décisions doivent être prises par consentement et on doit responsabilité, les gens doivent s'autogouverner parce que c'est à leur niveau que les meilleures décisions sont prises. Donc, on doit garder ça. Et à chaque fois que la réalité vient perturber ça, on doit ensemble trouver une solution pour adapter la règle en disant, OK, mais ce cas-là, qui vient de nous perturber, est-ce que c'est un cas isolé, exceptionnel, auquel cas on va le traiter de manière particulière et on a le droit de faire une exception, ou est-ce que c'est un cas qui va se reproduire, qu'on n'avait pas vu, et à ce moment-là, on doit l'intégrer, on doit faire évoluer la règle. OK. Est-ce que tu as ritualisé un peu ces sessions collectives? Est-ce que tu les fais, vraiment quand il y a un sujet ou est-ce que tu as 1 fois par semaine, 1 fois par mois, une session de groupe où, chacun émet, ses sujets, ses objections? Donc au début, on en a fait souvent. Et puis, plus le temps passe, moins on a besoin d'en faire et plus on les utilise de manière très opérationnelle. Nous, on appelait ça des TRIP, donc des OK. temps de réflexion individuelle préalable. Donc, on se fait des sessions de TRIP et c'est très rapide. Et on va les utiliser dès qu'on se retrouve bloqué face à un problème. Et ça peut être même un problème client, hein. Je me retrouve dans une situation où j'ai un client qui a une attitude ou un comportement que je n'avais pas du tout identifié, auquel cas et que je ne sais pas réagir, je suis bloqué. Je vais demander à 3 collègues de m'aider. Je vais les réunir. On va se faire une visio d'une demi-heure. Je vais démarrer. Je vais énoncer mon problème. C'est ce que j'ai expliqué. Mes collègues à moi, mes amis, ceux qui ont la même fonction de moi, mais pas dans mon contexte, vont me poser des questions pour comprendre. Déjà, ça va bien me faire évoluer, hein, parce que quand on te pose des questions, des fois, tu vois les choses de manière un peu différente. Je vais reposer mon problème et là, on va tous parler. On va faire des tours de table, de réflexion et là, tu vas voir, il y a des pistes auxquelles j'avais jamais pensé que je vais pouvoir mettre en œuvre, voir des solutions. Moi, je vais peut-être pouvoir m'appuyer sur un collègue pour mettre en place une solution chez mon client et ça va te débloquer des solutions. OK. Donc, on ne l'a pas ritualisé au sens où on en fait tous les mercredis matins de 8h à 10h, mais on l'a ritualisé dans le sens où c'est devenu un moyen de résoudre des problèmes chez nous tout le temps. OK. Voilà. Donc chaque collaborateur peut, dire, «Je fais, une session, donc trip» Ouais. avec, pas forcément toute l'équipe, pas forcément, son manager, mais il demande à quelques collaborateurs. Est-ce que le piège, c'est pas justement de demander toujours aux mêmes, personnes, dans ton équipe? Si, mais et on va revenir parce que bien sûr, il y a des biais dans la sociocratie et ce dont tu viens de parler là, c'est un des biais, hein. Parce que la sociocratie, elle fonctionne à partir du moment où la communication est par nature non violente. Parce que si tu fais de la politique dans la sociocratie, c'est-à-dire que si par exemple, tu n'aimes pas quelqu'un et qu'à chaque fois qu'il te parle, ça te met en colère, tu as aucune capacité de pouvoir l'aider à résoudre ses problèmes ou que lui t'aider à résoudre les tiens. Il va te dire un truc, tu vas considérer que c'est juste par nature que c'est nul, voire qu'il se moque de toi, etc. Donc l'enjeu de la sociocratie, c'est de faire en sorte que la communication entre tous les collaborateurs soit la plus saine possible, que les collaborateurs aient tous la possibilité de s'exprimer, d'être écoutés en sécurité. Donc, qu'il n'y ait pas d'émotions de type peur, colère, angoisse, anxiété. Et t'imagines bien qu'à partir de là, c'est vraiment difficile parce que les gens très timides, par exemple, il faut leur donner le moyen de s'exprimer en groupe. Et quand tu as peur de t'exprimer devant 10 personnes, tu mets un petit peu de temps. Et si le jour où tu oses le faire, tu as quelqu'un qui se moque de toi, ou quelqu'un qui rigole, tu vois, même une posture de, tu vois, une tête comme ça. J'ai rien que ça, tout de suite, ça te bloque. Donc ça veut dire que tu dois t'éduquer dans les réunions d'intelligence collective à être neutre dans ta manière de t'exprimer et dans ta manière de te comporter. Et évidemment, bah, t'imagines, hein, tu prends, moi, mon équipe, ça va de 25 à 45. Ça va il y a toutes les religions, il y a tous les sexes,
et donc toutes les cultures. Et donc, bah, évidemment, tout le monde n'est pas en permanence en totale sécurité, en totale capacité à s'exprimer en communication non violente, même en faisant les formations, même en le sachant. Et donc, bah, des fois, ça craque. Et des fois, ça craque assez fort, hein, parce que comme tout le monde se responsabilise sur les sujets d'entreprise, bah, quand tu as l'impression de ne pas être écouté ou quand tu as l'impression qu'on veut te manipuler, ben, tu peux très mal le vivre. C'est l'effet de bord de la sociocratie. Quand tu as une autorité de haut vers le bas, ben, c'est ton chef, tu fais ce qu'il te dit, tu réfléchis pas trop, même si, même si au final ça use la relation. Mais quand tu es engagé et que tu as l'impression que quand tu parles, les gens t'écoutent pas ou te respectent pas, ben, potentiellement l'effet peut être encore plus destructeur. Ouais, ou même cet exemple de, tiens, il y a plusieurs sessions collectives qui se sont passées ce mois-ci, j'ai pas été invité à l'une d'elles, enfin ou j'ai C'est pas été ça. invité à toutes ces sessions, Voilà. qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi les trois dernières fois, je les ai vus discuter ensemble, j'ai vu des visios, j'ai vu des sujets et j'ai jamais été mis dedans. Ouais. Ah, ah. Donc, il faut être attentif à ça. Donc, tu vois, moi, on fait une digression là-dedans, mais par exemple, ma boîte, elle a que 2 ans, mais j'ai déjà fait un premier audit RSE l'année dernière. D'ailleurs, que ma mutuelle m'a payé, hein. OK. Ma mutuelle Malakoff Médéric a mis un petit ticket de 10 000 balles chez moi pour me permettre de faire venir des experts de la responsabilité sociétale qui ont interviewé mes collaborateurs et qui ont permis de montrer, de montrer au niveau de chacun et au niveau du groupe bah, les différences, les tensions, les problèmes, les sujets qui existent dans l'équipe. Donc, de faire prendre conscience que bah non, on n'est pas dans le monde des bisounours quand même, tu vois. Voilà. Donc ça, je l'ai fait l'année dernière, et puis j'ai gardé le lien avec l'une des personnes de cette équipe, et je l'ai fait réintervenir chez moi cette année, et je donne la possibilité à tous mes collaborateurs de pouvoir échanger avec elle en fonction de s'ils se sentent en insécurité ou pas. OK. Donc, donc tu dois accompagner les collaborateurs dans cette démarche d'accepter la différence, d'accepter les communications qui ne sont pas toutes parfaites, hein, parce on est des humains avec nos émotions, avec nos peurs, nos doutes, nos plaisirs, nos joies, avec la pression d'une entreprise, hein. J'ai tous des commerciaux, donc ils ont tous des objectifs. Et ben, ça n'est encore jamais arrivé que tout le monde atteigne tous ces objectifs au même moment. Donc j'ai toujours des différences dans l'équipe en permanence. Et donc tu as des gens qui marchent sur l'eau, pendant que d'autres qui creusent dans leur trou, tu vois. Donc bah, nécessairement, tu dois prendre ça en compte. Voilà. Donc il faut faire attention à tes collaborateurs dans une démarche d'autogouvernance, si tu veux vraiment les responsabiliser. OK. Est-ce que tu vois d'autres pièges aussi, dans cette mise en place de cette organisation? Donc le principal piège, c'est celui-ci. Voilà. C'est vraiment le fait de ça ne fonctionne qu'à partir du moment où chacun peut être capable ou se sent capable de s'exprimer en sécurité. Et c'est pas du tout évident, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai encore régulièrement des sujets d'insécurité. OK. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler durablement. Donc ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège, ben, en fait, la réalité, c'est que l'outil principal de la sociocratie, c'est l'influence. Parce que tu n'as pas d'autorité. Tu peux pas dire j'ai plus d'expérience que toi ou je suis ton chef, donc ma décision est la meilleure. Tu peux pas dire je suis plus compétent que toi, donc ma décision est la meilleure. Tu es obligé de dire j'ai ce problème, aidez-moi à le résoudre, et ensuite d'user de ton influence pour que ce que tu penses être la meilleure décision ou la meilleure solution soit celle qui soit retenue, ou en tout cas qui participe à la décision finale. Et l'influence, c'est un outil de la vente, Alexandre, hein, c'est le principal outil de la vente. Ça veut dire que tu dois demander à tes collaborateurs en permanence d'être des vendeurs dans leur entreprise. Et donc Et ils s'entraînent en même temps, c'est ça que tu es en train de nous dire? ouais, mais en fait, la réalité, c'est qu'ils sont très bons tous quand ils sont en clientèle, parce que c'est leur métier, ils ont la bonne casquette, tu vois, ils ont le bon mental, mais quand ils sont en entreprise, ils n'ont pas envie.
Il dit, mais attends, moi je fais mon métier, j'aide la boîte, pourquoi est-ce que je devrais aller convaincre, voire persuader les gens de m'aider, alors que c'est naturel et que j'ai l'impression de faire, ce qui est bon pour la boîte. Genre, je veux mettre en place un outil qui me semble génial pour la boîte parce qu'il m'a fait gagner du temps à moi et que j'aimerais que les autres en bénéficient. J'y arrive, je dis à tout le monde, coucou, voilà, moi j'aimerais mettre cet outil. Est-ce qu'il y a une objection? Bon, sur le principe, il ne va pas y avoir d'objection parce qu'il n'y a pas un enjeu fondamental de transformation. Il y a quelques questions, mais pas d'objection. On met en place l'outil, personne n'utilise. Ça te parle, ça, hein, Alexandre? Ouais, ça Hein? arrive souvent. Ouais. Voilà. Et la personne, comme c'est pas moi qui l'ai mis, parce que c'est pas moi, hein, c'est pas du top-down, donc c'est un collaborateur qui a mis ça et qui lui l'utilise. Et au bout de 2 mois, bah, il revient et dit bah, j'ai mis en place l'outil, personne n'utilise, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ultra frustrant, tu vois. J'ai mis en place quelque chose et personne n'utilise, mais parce qu'en fait, tu n'as juste pas fait l'influence. Tu n'as juste pas été identifié chez les gens. Si eux, ils avaient les mêmes problèmes que toi, pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient l'outil? Qu'est-ce que ça allait leur apporter? Comment tu allais les accompagner dans cette démarche? Et donc, tu dois faire un effort supplémentaire par rapport à une gouvernance traditionnelle, bah, de faire de l'influence à chaque fois que tu as un problème ou que tu veux faire passer une décision qui va impacter le groupe. Donc ça, c'est le deuxième biais, c'est que si tes collaborateurs, ils n'ont pas envie de faire d'efforts pour faire de l'influence en interne, et je ne parle pas de manipulation, je ne parle pas de politique, je parle vraiment de cette notion d'influence, hein, c'est-à-dire de prendre le temps de s'intéresser aux autres, prendre le temps de comprendre quels sont leurs problèmes, prendre le temps de leur faire reformuler, prendre le temps de penser en bénéfice pour eux, et prendre le temps de les accompagner dans la transformation, dans le changement que ma solution ou ma démarche initie. C'est ça l'influence. Et bah, si tu fais pas ça, bah, ça marche pas. Ouais, donc tu as sans doute des profils, au sein de ton entreprise qui sont moins à l'aise, comme tu disais, Ouais, avec cet exercice. Après, j'imagine qu'au bout d'un certain temps, ils prennent le pli, mais, c'est ça. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui sont arrivés chez moi et qui m'ont dit: «Mais c'est pas possible, ça marchera jamais» et puis qui aujourd'hui te disent: «C'est incroyable, ce qui se passe et comment ça m'a transformé». Donc ils ont vraiment fait le pas, ils ont vraiment fait le chemin, mais en parallèle de ça, on a toujours des problèmes. C'est toujours pas fluide et je pense qu'en fait, ça le sera jamais. Ce modèle de gouvernance reste un combat de chaque instant, du chef d'entreprise en tant que leader inspirant et de chacun des collaborateurs en tant que se dire si je veux que ce que je pense bon pour l'entreprise passe, ben je dois être dans cette posture de vendeur, de vente. et j'imagine que si tu persévères dans ce mode de gouvernance, c'est que tu y vois, beaucoup d'intérêt et notamment, c'était le sujet, hein, d'aujourd'hui, c'est, L'engagement et la rétention. exactement, c'est que tes collaborateurs, selon toi, sont plus, engagés Et ben, et en ont fait, moins tendance à vouloir, quitter l'entreprise. ouais, et alors c'est encore plus que ça. La réalité, c'est que ça fait le tri et ça fait le tri à ta place. C'est que, comme n'importe quelle personne, je me suis trompé. J'ai pas forcément, recruté les bonnes personnes, même si aujourd'hui on s'est beaucoup amélioré sur les critères de recrutement et qu'on fait très attention justement à bien expliquer la sociocratie dans nos processus de recrutement, et qu'on a un recrutement maintenant qui est sociocratique, donc on a un recrutement par consentement, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que c'est compliqué de modéliser une démarche de recrutement, par consentement. Mais donc on s'est trompé et la réalité, c'est que ça fait le tri. L'entreprise, la gouvernance est tellement instaurée dans l'entreprise que bah, si tu n'y vas pas, si tu ne rentres pas dedans, bah, en fait, tu vas partir. Tu n'as pas le choix. Donc tu te retrouves dans une situation où globalement, les collaborateurs qui ne fonctionnent pas dans ce modèle-là vont partir. Alors ça peut être parce qu'ils n'y adhèrent pas ou parce qu'ils croyaient que c'était autre chose, etc. Ou simplement parce que ben, eux, ils ont pas envie. Ou juste parce que ben, ils ne sont pas capables de s'engager suffisamment fort ou d'obtenir des résultats suffisamment rapides pour vraiment pouvoir profiter du modèle. Donc le modèle sociocratique n'est pas non plus pour tout le monde. Il faut un certain nombre de caractéristiques pour vraiment pouvoir se l'approprier en tant que collaborateur. Oui, effectivement, tu as un profil type, du commercial, c'est ce que j'appelle le loup solitaire. Donc c'est le Ah, commercial qui va faire ses objectifs, mais qui va pas faire du c'est travail ça. d'équipe, qui va pas Ou vouloir les, trop, se mêler, voilà. c'est ça, ou les divas, tu vois. Mmh. Ou alors les gens qui sont pas capables de se responsabiliser, qui sont tout le temps à demander de l'aide. Tout le temps, tu vois, à dire: «Ah, j'ai ce problème-là» ou «C'est de la faute d'eux».
Tu vois, les gens qui arrivent en te disant non, mais en fait, c'est parce que tu vois, toujours à trouver des excuses, bah, ces gens-là, ça va être très compliqué pour eux aussi. Mm. Et donc, le gros avantage, par contre, c'est que tous les gens qui basculent, bah, en fait, ils participent. L'entreprise, la gouvernance deviennent la leur. Ils se sont complètement engagés et complètement responsabilisés. Ils ont l'impression d'être écoutés, ils ont l'impression d'être compris. Ils voient que les décisions qu'ils prennent ont un impact globalement sur l'ensemble du groupe. Et donc, bah, ils sont ultra engagés. Et ils n'ont absolument pas envie de partir parce qu'ils ont co-construit l'espace dans lequel ils travaillent tous les jours. Et si je reviens, même si j'imagine ça peut faire l'objet d'un autre podcast, mais quand tu dis on met du consentement dans le recrutement, on leur explique la sociocratie, concrètement, tu dis aux candidats, attention, si on vous embauche, sachez que dans notre organisation, on a ce type d'organisation, c'est ça? Oui, et c'est ça. Alors, on va le faire en consentement. Ça veut dire que, donc, déjà, on va expliquer. Donc, on a une charte sociocratique qui est sur notre site internet, mais qui est aussi dans notre Notion. D'ailleurs, dans notre Notion, on a écrit tous les process. Tous les process internes, cette session de trip dont je te parle, là, c'est écrit dans Notion. Ok. Tu vois, tu as un cadre, toutes les étapes sont écrites. Dans la charte sociocratique, c'est écrit. Les règles de communication non violente chez nous, c'est écrit. On la relit régulièrement. Tu vois, moi, une fois par trimestre, je relis avec tous les collaborateurs les grands process, les grands thèmes de ce qu'on a écrit tous ensemble. Tu vois, pour bien remettre, refondamentaliser ce que nous avons construit. Dire, regardez où nous en sommes aujourd'hui, et c'est grâce à vous, et on l'a quand même, c'est quand même quelque chose qui est dans nos gènes, dans notre culture aujourd'hui. Et donc déjà, on va partager ça, mais aussi, si on a des objections sur un recrutement, ben, on ne recrute pas. Si collectivement, il reste une objection qu'on n'a pas su traiter, on ne recrute pas. Si la personne qui est en face de nous, elle a une objection à laquelle on ne sait pas répondre, ben on ne recrute pas. Voilà, tu vois. Intéressant. Je sais pas, ton Notion, tu pourrais le partager ou ça, tu préfères que ça reste ta secret Non, non, sauce? non, non, pas du tout. Il y a plein de choses que je peux partager, notamment sur la gouvernance. Et puis après, j'ai rien inventé, hein. La réalité, c'est que je me suis beaucoup inspiré de plein de choses qui existent. On l'a juste personnalisé. Tu vois, on- il y a plein de choses l'univers sociocratique, si tu tapes sociocratie sur Google, tu vas avoir une page Wikipédia complète. Nous, on n'a juste pas tout utilisé, on a personnalisé un certain nombre de choses, tu vois. Mais non, notre charte sociocratique, elle est accessible dans notre site internet. Donc, tous les Ok. articles qu'on a écrits sont accessibles, donc ça, c'est public. Et puis après, toutes les méthodes qu'on utilise, non, je pourrais les partager si quelqu'un me le demande, que ce soit l'intelligence collective, la communication non violente, ou même le management, tu vois. On a, on a mis en place du management, tu vois, très proche de ce que propose Cédric Vatine dans Outils du Manager. Ok. Très bien. Très bien. Donc, voilà aujourd'hui comment l'impact que ça a sur mes collaborateurs. Donc, les collaborateurs qui sont là, ils sont extrêmement engagés. Alors, je vais être franc, hein. Je suis une jeune société, les commerciaux coûtent très cher, les bons commerciaux sont quasi inaccessibles pour moi. En plus, je fais du consulting. Donc, si je devais, si je devais payer à un niveau de salaire d'une boîte SaaS, d'une boîte tech, un commercial SaaS pour faire du consulting, je pourrais jamais le rentabiliser. Il faudrait que je le vende 1 000 € par jour, tu vois. Donc, ça veut dire que j'ai des niveaux de salaire de consultant, tu vois, d'une entreprise plutôt ESN, mais j'ai besoin de commerciaux qui sont très bons. Donc, comme je ne peux pas me battre sur le salaire, bah, je suis obligé de proposer d'autres outils de rétention et d'engagement, et la gouvernance en fait partie. Oui, et puis j'imagine comme tu le dis, tu vas aussi recruter peut-être des gens qui sont pas un peu plus jeunes ou viennent de d'autres secteurs que la vente pure et tu as cette notion de formation, c'est ça? Ouais, alors c'est un sujet dont on n'a pas du tout abordé. Alors je les recrute, je pense que le critère d'âge, c'est pas forcément un sujet. Ok. Il on commence à se rendre compte aujourd'hui que les débutants, ça fonctionne pas. Je te parle des gens qui sortent d'école, tu vois? Ou qui finissent leur alternance. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même une certaine maturité, il faut quand même avoir connu le vrai monde
pour pouvoir ressentir les bénéfices de la sociocratie. Si tu n'as pas 1 ou 2 ans d'expérience d'une boîte un peu traditionnelle, tu n'as pas d'outil de comparaison, tu vois. Ouais. Donc le bénéfice de la sociocratie, il est moins puissant. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la difficulté principale de l'engagement, il est plutôt sur les jeunes, sur les très jeunes, les débutants. Par contre, après, ma moyenne d'âge, elle est autour de 30 ans. J'ai plutôt des femmes et qui sont des mamans, par exemple, pour une partie d'entre elles. Et ça va jusqu'à, tu vois, 38, 39 ans. Et ça fonctionne bien. Moi-même, j'ai 46 ans. Donc ensuite, ça fonctionne assez bien sur des gens qui ont de la maturité d'expérience. Ce sont tous des profils commerciaux, mais tous des profils commerciaux de plein de secteurs différents. Ok. Et donc, la formation, pourquoi la formation est importante? Parce que la formation, d'abord, c'est un moyen pour chaque collaborateur de continuer d'apprendre. Et l'apprentissage permanent, c'est quand même une source de développement personnel extrêmement puissant. Donc, dans la rétention et l'engagement, la gouvernance est un enjeu, mais le fait de former les gens pour qu'ils puissent correctement utiliser le modèle dans lequel ils se trouvent, c'est aussi un enjeu. Et donc, on fait de la formation en interne. On a un programme de formation assez important, hein, qui est plusieurs centaines d'heures la première année, qui est d'ailleurs validé par l'OPCO. L'OPCO nous finance le programme de formation de tous les nouveaux CDI la première année. C'est un financement important, hein, ça va jusqu'à 15 000 € sur la première année par collaborateur. C'est pas Ok. négligeable, tu vois, Je savais Alexandre. pas que l'Opco faisait ça. Ouais. C'est un bon tip, ça. Ouais, et c'est incroyable quand ton collaborateur la première année arrive et que le loco te file 15 000 € pour que tu le formes correctement. Alors, on ne gagne pas d'argent, hein, évidemment, mais c'est un gros levier, c'est un gros plus, tu vois. Ouais. Euh, et donc, on a un programme de formation d'alignement sur les techniques de vente, sur la vente en général, etc. Mais aussi, dans ce programme de formation, on a toute une partie sociocratie avec de la communication non violente, avec de l'intelligence collective, avec du management. Et après, on donne la possibilité à tous les collaborateurs de faire une fois par an la formation de leur choix sur le sujet qu'ils veulent. Donc, j'ai des collaborateurs qui vont se former au management, alors qu'ils n'ont pas forcément du management direct. J'ai des collaborateurs qui vont se former à la gestion de projet. J'ai des collaborateurs qui vont se former à Excel. J'ai des collaborateurs qui vont se former à la gestion de la relation client. J'ai des collaborateurs qui vont se former à l'IA. Là, j'ai une collaboratrice qui a décidé de faire une formation de quelques jours sur l'IA. Et ça fait partie aussi de cette notion d'autogouvernance. Si un collaborateur pense que cette formation elle est bonne pour lui, qui je suis moi en tant que chef d'entreprise pour lui dire qu'il se trompe. Très intéressant. Écoute, Tu vois. Alexandre, on arrive à 3/4 d'heure d'enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet avant qu'on passe aux questions de la fin? Une chose, juste une chose, la sociocratie, c'est un modèle de gouvernance qui peut être utilisé au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau d'une équipe. Dire qu'on n'est pas obligé d'être dans la sociocratie globale ou l'autogouvernance globale pour mettre de l'autogouvernance dans une équipe. Tu peux très bien, dans une équipe commerciale, en tant que manager commercial, tout de suite mettre des principes de sociocratie dans ton équipe assez rapidement. Par exemple, en modifiant un petit peu tes 1 et en passant dans une démarche au lieu de demander du contrôle et de faire du reporting de tes collaborateurs chaque semaine en leur demandant où ils en sont, mais plutôt de passer dans un modèle d'écoute en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent te dire, quels sont leurs problèmes, en les aidant, donc en modèle de coaching, en les aidant à trouver les solutions par eux-mêmes et en passant dans une démarche de mise en œuvre de moyens pour leur permettre de réussir leurs solutions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux aussi, dans les réunions commerciales, bien sûr que tu as un moment donné d'analyse du pipe, hein, et d'analyse des prévisions, de forecast, c'est évident, mais tu peux aussi utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes de tes collaborateurs. Dans toutes les équipes commerciales, tu as à un moment donné quelqu'un qui lève la main en disant j'ai un problème avec ce client-là. Et ben peut-être que tu peux faire un coup d'intelligence collective en utilisant la puissance de l'ensemble de tes collaborateurs dans ta réunion commerciale à ce moment-là pour trouver une solution en disant bah, allez-y, allons-y. Posons des questions, comprenons le problème. Ok, est-ce que c'est plus clair?
Maintenant, chacun d'entre nous donne des solutions. On le fait rapidement comme ça. La personne qui a le problème, elle note. Et à la fin, elle te dit, bah, dans tout ce que j'ai noté, bah, ça me paraît intéressant, ça me paraît intéressant, ça me paraît intéressant. Merci. Et tout de suite, ça impacte immédiatement l'engagement. Tu fais ça sur 3 mois régulièrement, 1 à 2 fois par mois, et tu as un effet waouh dans tes collaborateurs de responsabilisation, d'engagement, de rétention, avec un impact sur la rétention qui va être très forte. Ouais. Et dernière question sur ce sujet, est-ce que tes clients te demandent d'agir là-dessus ou c'est quelque chose que tu gardes pour l'interne? Non, alors je ne mets pas en place la sociocratie chez mes clients. Ouais. C'est pas mon métier. Mais quand je mets en place le management des équipes commerciales chez mes clients, oui, je le fais. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que souvent, je vais avoir dans les instances de pilotage, donc les réunions commerciales, par exemple, chez mes clients que je peux animer, je vais avoir le directeur commercial ou je vais avoir le directeur général. Et au moment où je sors ça, la première fois que je fais faire cet exercice à toute l'équipe, je vois la tête du manager changer de je suis très perplexe et je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas si j'ai envie que ça continue, à la fin à j'avais jamais vu ça et c'est juste incroyable, on va le refaire. En 20 minutes, tu vois. C'est assez étonnant. Bon, bah, écoute, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, bah, on te contacte Alexandre, hein, Ouais, sur LinkedIn. sur LinkedIn. Sur les questions de la fin, je les ai changées par rapport à il y a 3 ans, heureusement. J'aimerais bien savoir Alexandre, alors ça va peut-être nous tu vas peut-être nous reparler de la sociocratie, mais quel est le sujet sur, lequel tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Le sujet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et je devrais éviter, que tu devrais éviter, heu, je je il y a pas de sujet à éviter, mais il y a des sujets sur lesquels il faut passer moins de temps. Hem, je pense qu'il faut se focaliser là où on est bon. Quand on essaye quand on a des problèmes, on essaye souvent de trouver des solutions en faisant autre chose. Tu vois, par exemple, notre solution marche pas, on va essayer d'en développer une autre. Ce type de client-là, ça fonctionne pas, on va aller voir un autre. Moi, je pense qu'il faut se focaliser et avant de remettre des efforts et du gaz sur un autre modèle ou sur un autre process, bien être sûr et certain que c'est pas nous qui avons mal fait. Et donc, je pense que le sujet principal, c'est bien de focaliser ses efforts là pour impacter. En fait, il faut du temps. Pour obtenir des résultats, il faut du temps. OK. Bah, écoute, très bon conseil. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait, beaucoup trop tard? Ouais, ce que je t'ai dit, la sécurité, je pensais que simplement, la communication sécurité, je pensais que simplement le fait d'expliquer aux collaborateurs que, ils devaient avoir une posture neutre dans les réunions, d'autogouvernance, dans les réunions socratiques et qu'en leur donnant des règles ou en leur expliquant la communication non violente, ça allait fonctionner. C'était une totale illusion. Voilà, la réalité, c'est que non, évidemment, c'est pas parce que tu dis aux gens qu'ils vous devez être comme ça qu'ils le sont vraiment, même s'ils font un effort pendant une demi-heure, instantanément, dès que la réunion est finie, ils vont redevenir ce qu'ils ont l'habitude d'être. Et donc, je pensais que simplement la communication non violente serait un outil qui permettrait de mettre en place la sociocratie. En fait, c'est pas vrai. Il faut gérer au niveau de chaque personne les problèmes de sécurité, les problèmes de régulation. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et il faut le faire au niveau du management, mais il faut aussi donner la possibilité à la personne de le faire en sécurité par elle-même, d'où la décision que j'ai prise de nous faire accompagner sur ce sujet-là. OK, très bien. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé développer plus tôt? Et est-ce que si tu avais une baguette magique, tu te donnerais, une compétence un peu inaccessible? Je suis devenu un bon manager beaucoup trop tard. OK. Vraiment, j'aurais tellement aimé savoir ce que je sais là quand j'avais 30 ans. Je m'en veux terriblement parce que j'ai été un manager incompétent, autoritaire, persécuteur.
dans mes premiers postes de management commercial. Et même quand j'étais un directeur commercial, j'ai mis très 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 longtemps à comprendre que l'autorité brutale, c'était pas ça qui permet d'obtenir des résultats à long terme. Et j'avais un vrai bon vieux syndrome de Dunning-Kruger sur ce sujet-là, tu vois. J'avais tellement une grande confiance en moi que j'étais aveugle par rapport à ce que je faisais subir à mes collaborateurs. Et tu vois, si aujourd'hui je pouvais remonter dans le passé et aller parler à l'Alexandre qui a 30 ans, tu vois, il y a 15 ans, je pense que je lui mettrais une bonne petite claque en lui disant maintenant tu vas te taire, tu vas m'écouter parce que là tu vas faire tellement de conneries. Je vais te dire ce qu'il faut que. Voilà. Après, tu vas me dire oui, mais si tu les avais pas fait, est-ce que tu aurais fait tout ce chemin pour apprendre à. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est d'où ta passion sur ces sujets-là, parce que tu as vu que en fait, tu as peut-être perdu du temps et Ouais, autre chose. voilà, j'ai même des gens, j'ai même perdu des gens, tu vois, Ouais. de l'incompréhension, il y a des douleurs relationnelles fortes sur 15 ans, enfin en tout cas sur la période 30-40, qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Ouais. Ok. Dernière question, Alexandre, et après je te laisse aller vaquer à tes occupations. Qui me conseilles-tu d'interviewer sur le podcast? Je vais être franc, je pense que je vais te donner 2 noms, mais c'est des noms élevés. Le premier nom, si tu veux continuer sur ce sujet-là, tu pourrais tenter d'écrire à Ludovic Cinquin, Ok. le président d'Octotechnologie, parce que son expérience, elle doit être 100 fois supérieure à la mienne, tu vois. Et je suis pas sûr qu'il soit si inaccessible que ça. Ok. Et le deuxième nom, c'est Gérald Carsanti, le patron des SAP France, qui est à la fois un incroyable leader inspirant et je pense l'un des meilleurs commerciaux SaaS de France aujourd'hui. Voilà. Tu dis son nom? Gérald Carsanti. Kersenti. Alors, c'est peut-être Carsanti d'ailleurs. Ok. Ben écoute, merci beaucoup Alexandre pour Carsanti. cet épisode. Ressenti, c'est ça. Ouais. On le mettra dans les notes. On peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine. Oui, c'est la meilleure façon de me joindre. En plus, moi j'ai mes coordonnées publiques, donc mon numéro de téléphone, mon mail, Ok. et je réponds à mes messages LinkedIn. Ok, super. Ben écoute, j'espère que ça vous a donné plein de tips pour repenser vos organisations et mettre des choses en place avec vos équipes. Donc, je te souhaite une bonne continuation, Alexandre. J'espère qu'on fera un autre épisode peut-être Dans avant, 3 ans, dans 3 ans, ouais, ou peut-être avant. Sinon, ce sera 2026. Bon, quand tu auras fait 3 fois le tour du monde. c'est ça, c'est ça. Écoute, merci encore, Alexandre, et puis à bientôt. Et faites de belles ventes. Merci beaucoup. À bientôt, Alexandre. Salut! Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!